Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Vandalisme ou acte de résistance? Le procès dans l'affaire des statues déboulonnées s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. 11 militants sont accusés de destruction de biens appartenant à une personne publique. Dans ce journal aussi, 2 agents pénitentiaires agressés au parloir de la prison de Ducos hier. L'incident provoque la grogne de l'administration. Plusieurs dizaines d'agents étaient mobilisés ce matin devant la structure. Nous irons au Fort de Zay pour un exercice grandeur nature des forces armées aux Antilles. À l'occasion de la Saint-Luc, l'institution ouvre ses portes afin de mettre en lumière ses unités de santé. On en parle dans quelques minutes. Et puis, c'est un procès à la portée éminemment symbolique qui s'est ouvert aujourd'hui face au tribunal correctionnel de Fort-de-France. 11 prévenus comparaissent depuis ce matin dans l'affaire dite du déboulonnage des statues de Victor Schellcher, Joséphine de Beauharnais ou encore Pierre Belin d'Hénambuc. Il aurait reproché la destruction de biens appartenant à une personne publique. Les débats tendus ont été suspendus à plusieurs reprises. Le compte-rendu d'audience de Louis Sabas. Tension à l'extérieur comme à l'intérieur du tribunal pour ce procès rythmé en matinée par de multiples suspensions de séance, notamment après la demande d'un traducteur en créole ou encore de retransmission vidéo de l'audience des 11 prévenus. Des militants qui comparaissent pour destruction de biens ayant appartenu à une personne publique. Les faits remontent à 2020, quand les statues de Victor Schellcher à Fort-de-France et au bourg de Schellcher, puis de Joséphine de Beauharnais et de Pierre Belin d'Hénambuc sont déboulonnées. Une affaire qui fait grand bruit à l'époque et qui, ce mercredi, au tribunal, a notamment posé les questions de constitutionnalité et de compétence du tribunal pour juger ces cas, l'argument central de la défense. Il est évident que ce procès n'a pas lieu d'être parce que lorsqu'on accuse quelqu'un d'avoir commis une infraction pénale, comme c'est le cas du procureur qui défend la société, eh bien, il ne faut pas que cette société elle-même soit criminelle ou délinquante. Et c'est le cas lorsque nous disons que la loi qui dit que l'État français est irresponsable. Vous savez, il y a 2 personnages qui sont irresponsables pénalement, c'est l'État français et puis les fous. Et la loi qui dit que l'État français est irresponsable, nous contestons sa constitutionnalité puisque la constitutionnalité, c'est l'acceptation de la règle d'égalité entre tous et notamment en matière de responsabilité pénale. Sur le banc des accusés, 10 prévenus sur 11 sont présents. Pour la défense, des boucs émissaires dans une farce de procès qui touche à des questions comme la résistance à l'oppression, l'esclavage ou encore la colonisation. Ce procès est une farce parce qu'il n'a pas pour but de poursuivre une infraction, la commission d'une infraction, il a pour but de délégitimer, de décrédibiliser des personnes. Nous avons des personnes aujourd'hui sur le banc des accusés qui sont des militants assumés, mais en fait, le procès et toute l'instruction a pu démontrer que les véritables personnes, que le nombre impressionnant de personnes qui a pu participer à cette manifestation, eh bien, personne n'est là. Il y a seulement les personnes qui ont revendiqué, qui ont assumé, qui ont justifié par des faits historiques, par des preuves que, eh bien, à la fois les personnages de Victor Schellcher, de Joséphine de Beauharnais, etc., avaient participé à la colonisation, avaient encouragé, avaient bénéficié de tout cela. Dans cette première journée d'audience, le fond a très peu été abordé. Le procès devrait se tenir jusqu'au vendredi 7 novembre. À la une aussi de l'actualité, la grogne des surveillants pénitentiaires monte à nouveau. Ils étaient plusieurs dizaines mobilisés devant la prison de Ducos. En cause, l'agression de 2 agents hier lors d'une visite au parloir. Ce nouvel incident suscite une vive émotion, mais aussi de la colère parmi le personnel. Sandrine Claude. Devant le centre pénitentiaire de Ducos, les tambours résonnent depuis très tôt ce matin. Les agents de l'administration dénoncent une nouvelle agression survenue hier après-midi lors d'un parloir. Une mère en visite aurait transmis une substance illicite à son fils détenu. Un agent et un officier auraient tenté d'intervenir avant d'être pris à partie. La suite, c'est le syndicat qui la raconte. Et au moment de dérouler la procédure, il se trouve que la mère s'est jetée sur son fils pour extraire de son pantalon ce qu'il ne devait pas avoir. Et puis s'en est suivi de la part du détenu une agression lâche
en direction des collègues à coups de poing au visage. Pour les membres de l'administration, c'en est trop. Ils réclament une mesure forte de la part de la direction. Les questions de sécurité et de reconnaissance sont une nouvelle fois pointées du doigt. 2 personnels sont restés sur le carreau. Ça nécessite qu'on arrête l'institution et qu'on demande nécessairement que le trublion soit dégagé de la Martinique. Nous souhaitons en urgence le transfert de la personne détenue. Nous avons déjà annoncé à notre direction la nécessaire prise en compte du groupe de travail pour qu'on puisse affiner, parce qu'il n'est pas entendable qu'on puisse être à la merci des personnes détenues, qu'on ait un travail, un rendu digne et humain, et qu'en retour, les personnels ne soient pas pris en compte à la hauteur des enjeux qu'ils encourent au quotidien. Le détenu en question a été placé cet après-midi en garde à vue. Il devrait, selon nos sources, être transféré la semaine prochaine. Suite à un entretien concluant avec la direction de Paris, les agents ont acté le déblocage de la prison. Pour rappel, l'introduction d'objets illicites en détention est sanctionnable jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. L'épineuse question de la facturation des clients de la SOR au cœur des discussions ce matin. La société de distribution d'eau et Cap Nord tenait une conférence de presse. La communauté d'agglomération avait fermement demandé au distributeur de lui présenter un plan d'action pour résoudre les nombreux dysfonctionnements survenus ces derniers mois. Requête à laquelle la SOR a répondu avec notamment la mise en place d'un accueil individuel des abonnés ayant reçu des factures exorbitantes. Les précisions recueillies par Sandrine Claude. Je crois qu'il y a des problématiques de données, donc il appartient à la SOR de faire ce travail-là, de bien vérifier les situations ou la situation des abonnés. Ils n'ont pas à payer ces factures-là. Il faut qu'ils attendent d'être reçus par la SOR. Aujourd'hui, nous avons eu de la SOR, en recevant son directeur, un plan d'action qui consiste à avoir déjà des points d'accueil sur l'ensemble du territoire nord et à partir de ça aussi, que les appels téléphoniques, qu'il y ait du monde qui puisse répondre au téléphone. Parce que souvent, les abonnés appellent à la SOR et il n'y a personne qui répond. D'après la SOR, c'est 4 factures annuelles. Je sais qu'au départ, puisqu'à cause de ce couac, il y a eu pléthore de factures qui se sont succédées, donc pratiquement tous les 15 jours. Donc ce n'est pas normal. Il appartenait à la SOR d'informer les abonnés en les appelant ou en les écrivant pour leur dire « Bon, ben, écoutez, on a eu des couacs au démarrage et à cause de ces couacs-là, voilà, il y a des perturbations, mais ça n'a pas été fait. » Donc je pense qu'il faut mieux communiquer. Il faudrait que la SOR communique mieux avec ses abonnés pour faire en sorte que, en tout cas, la confiance puisse revenir. L'objectif, c'est surtout de traiter ces factures qui sont sorties avec des niveaux anormalement élevés. C'est à peu près 1,5% des abonnés de Cap Nord, donc à peu près 500 dossiers, où effectivement on a proposé au président de Cap Nord un plan d'action pour individualiser le traitement pour ces dossiers-là. La semaine prochaine, nous commencerons à sortir les premiers SMS et emails à ces abonnés pour qu'ils prennent contact avec nous, qu'ils amènent tous les éléments pour qu'on puisse traiter en urgence leur dossier. Orange Antilles-Guyane et Eutelsat unissent leurs forces pour améliorer la connectivité du territoire. Les 2 partenaires ont présenté leur nouveau site de 7 hectares équipé d'un réseau de satellites de dernière génération. Objectif, garantir un accès Internet rapide et stable, même en cas de catastrophe naturelle. Les détails face à la caméra de Ryan Aneas. En cas de catastrophe naturelle, si par exemple il y a une problématique sur les réseaux terrestres, les réseaux satellitaires ne sont pas affectés, ils ne sont pas affectés par les ouragans. Ça permettra d'apporter cette résilience. Donc non seulement en Martinique, mais également en mer, puisque ce téléport permet de couvrir une grosse partie de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes. Alors, ce projet sera accessible en premier lieu d'abord pour les entreprises, les collectivités, et peut-être dans un deuxième temps pour les particuliers, mais pour l'instant c'est ouvert uniquement aux entreprises. Orange est partenaire pour la construction du téléport, mais c'est bien Eutelsat OneWeb qui commercialise ces offres. Et donc nous, on est responsable de la construction, de l'exploitation du téléport pour le compte d'Eutelsat OneWeb, mais c'est eux qui commercialiseront les offres dans un deuxième temps. Et ça nous permet en fait de faire le lien côté Atlantique et aussi côté Caraïbes. Donc on a en fait 40 sites de ce type-là
partout dans le monde. Et donc la Martinique est en fait le 40e site qu'on inaugure et on en est vraiment très très fiers et très heureux pour les raisons donc évoquées, la situation géographique stratégique, le cadre réglementaire aussi qui est très clair, qui nous a permis d'avancer assez sereinement dans le projet, la présence d'un partenaire de confiance également qui est Orange et avec qui on avance effectivement main dans la main sur ce projet-là. Cette SNP aujourd'hui, donc le Satellite Network Portal, qui constitue le site sur lequel on est aujourd'hui, va permettre en fait de raccorder plus largement la région. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir le directeur d'Orange Antilles-Guyane. Samir Benzara, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de voir le déploiement de ces nouveaux satellites dernière génération. Bon, concrètement, c'est vraiment une avancée majeure pour nos territoires. Alors, tout d'abord, c'est dans la continuité du service qu'on apporte sur nos territoires qui font face en fait à beaucoup d'obstacles, notamment climatiques, quand on sait. Alors que bien que la Martinique elle-même, elle est bien connectée, on est ravis aussi que la Martinique, et on va y revenir. Elle est bien connectée par d'autres moyens comme les câbles sous-marins. Maintenant, l'enjeu, c'est d'avoir cette continuité de ces services avec un dispositif qui est satellitaire, qui est complémentaire en fait à ce qu'on met sur le terrestre, c'est-à-dire les réseaux câblés sur nos territoires. Donc pas de différence en termes de qualité, on est vraiment sur une continuité. Si jamais une catastrophe naturelle arrive sur la Martinique, avec ce dispositif, on a plus de chances en tout cas de conserver nos connexions. Alors l'enjeu aujourd'hui à l'échelle internationale, c'est pour tous les opérateurs et les investisseurs, c'est d'avoir des endroits ou des territoires qu'on puisse avoir de la continuité du service malgré tout, entre guillemets. Et là, aujourd'hui, la connectivité en Martinique, elle est bien servie avec des câbles sous-marins qui partent sur les autres îles des Caraïbes, sur le nord vers la Guadeloupe et les USA et l'Europe, et vers le sud, vers le continent américain aussi, via la Guyane aussi, et vers l'Europe aussi, dans ce sens-là. Maintenant, l'enjeu, c'est comment ramener cette complémentarité au cas où. Et ça jouera beaucoup sur la compétitivité de la Martinique en termes d'attractivité aussi des investisseurs sur la zone. Parce que voilà, ça devient un hub numérique sur toute la région des Caraïbes et sur l'Atlantique. Alors, l'un des objectifs d'Orange Antilles-Guyane sur cette année 2025, c'était également le déploiement de la 5G sur le territoire. On en est où aujourd'hui ? Alors, on avance très bien sur la 5G. On a commencé juste après la partie enchère, donc l'attribution des fréquences. Donc, on est ravis qu'on a obtenu les bonnes fréquences sur l'ensemble des territoires, Guadeloupe, Martinique, mais aussi auparavant sur les îles du Nord et la Guyane. Donc ça, c'était en début d'année. C'était des enchères qui ont duré un moment. On a fait beaucoup d'investissements en termes d'acquisition, en termes d'investissement aussi de moyens financiers pour avoir les bonnes fréquences. Aujourd'hui, on est sur le chemin d'avoir pratiquement la moitié de la population sous couverture de la 5G. C'est un investissement qui a débuté cette année, mais qui va continuer aussi sur les années à venir et très très bientôt. Donc, on va annoncer à nos utilisateurs la couverture sur la Martinique qui a très bien avancé à mon avis et qui sera encore complétée en 2026. Pour l'instant, la couverture existante, vous avez dit à peu près la moitié des abonnés, c'est ça? Plutôt sur le centre? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on regarde à la fois la couverture sur la géographie, mais aussi la couverture sur la population. Et on a des populations qui sont plus concentrées sur des zones telles que Fort-de-France, Seltzer et ainsi de suite. Et on a des populations un peu éloignées sur les autres parties de l'île. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement le chiffre de pourcentage parce que ça bouge, parce que chaque mois, on rajoute des sites en fait. Et notre objectif, c'est d'aller chercher la moitié de la population très rapidement et par la suite compléter par ça. Sur 2026. Lorsque l'on parle de 5G, on pense aussi forcément à la fibre optique. Oui. Même question, on sait que ça n'a pas forcément été évident, mais aujourd'hui, on en est où de cette fibre optique? Est-ce que chaque Martiniquais, où qu'il soit en Martinique, peut espérer être raccordé par la fibre? Je pense qu'on est plus confiant qu'on était peut-être il y a 1 an, 2 ans auparavant.
Alors, il y a plusieurs choses à dire sur le déploiement de la fibre. Alors, il y a ce qu'on appelle les déploiements avec des moyens propres. Et là, sur les zones où Orange déploie, on est pratiquement à la fin du déploiement. Donc, c'est des milliers et des dizaines de milliers de fibres de prise qui sont disponibles et qui sont servies sur les différents territoires. Pas plus loin, l'année dernière, enfin cette année, on a fermé Schellcher au cuivre. Donc, c'est passé à 100% cuivre. Ça, c'est quand même une des grandes villes. 100% cuivre. Oui, c'est 100% fibre aussi. Ouais. Et ça, c'était un travail au quotidien. Et je tiens à remercier toutes les équipes d'Orange, femmes et hommes qui sont mobilisés au quotidien pour le faire. Et on a réussi à fermer l'accès fibre pour offrir la fibre. Et pratiquement Schellcher allait à 100%. Et pareil sur les grandes villes comme Fort-de-France et les autres villes où Orange déploie avec ses moyens financiers. Là, on est très avancé dessus. Bien évidemment, sur la Martinique, il n'y a pas que Orange qui déploie la fibre, il y a aussi d'autres acteurs, voilà, nos concurrents qui déploient aussi, mais aussi il y a le projet de la collectivité qui est un projet ambitieux. Et là, on voit des prises qui sortent chaque année et cette année, il y aura des dizaines de milliers. C'est à la CTM de communiquer sur ce projet, mais je suis très confiant et un bon projet. Merci beaucoup Samir Benzara. Je pense que nos téléspectateurs ont sans doute été rassurés sur le développement de la 5G, mais aussi de la fibre optique sur le territoire. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Orange Antilles-Guyane. Merci à vous. Nous l'évoquions en titre, les forces armées aux Antilles ouvraient leurs portes aujourd'hui à l'occasion de la Saint-Luc, le saint patron des médecins et du personnel soignant. L'occasion de mettre en lumière ces unités de santé prêtes à intervenir sur le terrain. Démonstration statique, exercice grandeur nature. Le reportage au Fort de Zay, signé Ryan Anias. Au Fort de Zay, les forces armées se préparent à toute éventualité. Vous réalisez la prise en charge initiale du blessé. Aujourd'hui, elles mettent en scène une situation de crise, comme si une attaque ennemie venait de frapper. Sur le terrain, tout est calculé, anticipé. Les unités de santé doivent pouvoir intervenir rapidement, même en zone hostile. Le RSMA présente également ce matin son mode de fonctionnement. Les autorités connaissent nos missions, etc., mais ils ne connaissent pas précisément forcément toutes nos procédures. Et donc c'est l'occasion aujourd'hui d'en montrer et qu'ils comprennent mieux ce qu'on fait en pratique le jour où le combat malheureusement arriverait. On a fait schématiquement une prise en charge de blessés qui auraient été pris en charge par des ennemis dans une forêt en effet, avec de multiples blessés et un nombre de soignants insuffisant pour prendre en charge chaque blessé de façon individuelle. Et donc là en fait on met en œuvre des compétences militaires spécifiques de soins. Une présentation, mais aussi des explications données notamment au commandant supérieur des forces armées aux Antilles. Les soldats directement exposés en cas de conflit sont épaulés d'infirmiers et médecins, comme Pauline, qui informe sur la gestion des hémorragies. Puisque c'est la première cause de mortalité au combat. Et l'objectif, ça va être de traiter donc, les hémorragies visibles et invisibles le plus rapidement possible. Donc là, aujourd'hui, on a un panel de matériel que nous avons à disposition, avec donc, les garrots tourniquets, les pansements compressifs de différentes tailles, les pansements qu'on appelle OLAS avec les petites cupules, les H-bandages. Nous avons également ce qu'on appelle les quick clots, qui sont des pansements hémostatiques pour pouvoir gérer au mieux les hémorragies. Des blessures qui peuvent survenir au combat à n'importe quel moment. Ce matin, nous assistons d'ailleurs à une démonstration de mission de soins et de sauvetage. Un processus bien ficelé avec des règles que ces soldats spécialistes en soins doivent connaître par cœur. Nos combattants s'entraînent très régulièrement, à peu près une fois l'an, pour garder ces savoir-faire. Et c'est des savoir-faire qui sont primordiaux et sur lesquels ils reviennent systématiquement avant une projection, pour que toutes ces connaissances de prise en charge des blessés soient bien en tête au moment où ils risquent d'être dans des situations où on n'espère pas, bien sûr, ça risque de se produire. Simulation terminée, mission accomplie. Une journée d'entraînement pour tester les réflexes, renforcer la cohésion et rappeler que, même loin du front, la vigilance reste de mise. Moyen aérien dans 30 minutes.
Il épluche l'actualité d'un œil avisé. Romuald Mofra est en Martinique. L'humoriste se produira sur la scène du Free Comedy Club demain et vendredi à 19h30. Et à peine arrivé sur notre île, il s'est penché sur la question de la vie chère aux Antilles. Nous l'avons reçu dans nos locaux ce matin. Regardez. Romuald Mofra, bonjour. Bonjour Johan. Merci d'être venu dans nos locaux ce matin. Pour nous présenter un peu ton spectacle, tu seras au Free Comedy Club demain et après-demain. Ouais. Et ta particularité, c'est que tu parles beaucoup d'actualité et ça, ouais. notamment de vie chère. On a remarqué sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux où tu t'es assez, allez, on va dire, étonné des prix pratiqués chez nous. Ben ouais, tout à fait. En fait, on a fait ça hier. Si tu veux, la démarche, moi je suis arrivé hier en Martinique, le spectacle, comme tu le disais si bien, là c'est ce jeudi, ce vendredi, donc on avait 2 jours pour parler un petit peu du spectacle. Et avec l'équipe du Free Martinique, du Free Comedy Club, voilà, on a eu cette idée-là de parler de la vie chère. Et en fait, c'est un peu en corrélation avec ce que moi je raconte aussi, parce que je fais de l'actualité, évidemment, j'ai même envie de te dire, tu sais, de la vulgarisation politique, quoi, parce que parler de politique, en vrai, c'est pas très marrant. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets des blagues dedans, et puis, tu vois, on essaye de rigoler autour d'une colère commune, en fait, hein. C'est ça le but du jeu de ce spectacle-là. J'en suis à mon 3e spectacle, tu vois. Et les 15 premières minutes du spectacle que je joue partout en France, hein, c'est un spectacle qui tourne dans toutes les villes, parle clairement de la vie chère, mais de la vie chère sur un spectre de 30 ans, quoi, tu vois, c'est-à-dire que il y a eu une France des années 90 avec des prix pratiqués qui étaient quand même abordables même par la classe moyenne, comprends-tu? Je suis né dans les années 80 et même avec un petit salaire entre guillemets que mon père avait. Moi, je suis un fils de postier qui gagnait 10 000 francs par mois à peine. Bon, on n'avait pas du tout de problème de vie chère en gagnant ça à l'époque. Et maintenant, c'est pas la même limonade, si je peux me permettre, tu vois. Donc, fatalement, le spectacle parle de ça. Et j'arrive ici, donc sur Fort-de-France, il y a 2 jours, et on me parle des prix. Et c'est une idée, hein, vraiment de l'équipe à la base, hein, faut le dire. Et on me dit, vous emmenez Romuald dans un supermarché, faut qu'il voit les prix. Parce qu'il parle de vie chère, mais là, il va comprendre. Et là, il va péter un câble. Ouais, les prix des promotions, c'est crescendo, en fait. Plus t'avances dans le rayon, plus c'est cher. En fait, le Summer Body, c'est toute l'année. Comme vous pouvez rien acheter. 13 balles le kilo, quasiment 12,55, quoi. En vrai, les pâtes carbo chez vous, si t'enlèves la carbo, si t'enlèves le fromage, si t'enlèves les lardons, les pâtes, ça va. Effectivement, voilà, on a regardé ça. Et puis, avec Larissa, qui m'accompagne, si tu veux, dans la vidéo, c'est une autre personne qui s'appelle Angélique qui nous filme. Puis, on est partis tous les 3. Et puis, voilà, on a essayé de faire un sujet qui, visiblement, a rencontré son public. Oui, déjà beaucoup de réactions. Ben, nous, on a halluciné parce qu'on a posté ça hier soir, là, à l'heure où on se parle. Je sais pas à quelle heure c'est diffusé, mais on est mercredi matin, donc ça fait moins de 24 heures. Et puis, sur plusieurs réseaux, il y a déjà plus de 200 000 vues. Donc, ben oui, ça malheureusement, j'ai envie de dire, ça concerne les gens, malheureusement. Alors, outre la vie chère, quelles sont les autres thématiques qui sont abordées dans ton spectacle? Ah ben là, après, faut venir le voir pour découvrir, Johan. Non. Il faut le dire, tu as quitté ta cuisine, hein, ta fameuse cuisine que l'on connaît sur tes réseaux, et oui, pour venir sur scène. La cuisine et les carottes et tout ça, ouais, c'est vrai que ces vidéos, elles ont commencé pendant le Covid, et ça a changé un petit peu ma petite vie, parce que du coup, j'ai commencé à parler un peu de sujets d'actualité. Puis d'ailleurs la volonté, c'était de parler d'actualité, hein, juste comme ça, de prendre une photo un peu large. Puis tu te rends compte que l'actualité, elle est régie par des choix politiques, voilà, tiens, qui vénèrent un peu les gens. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la vulgarisation politique. Donc évidemment que le reste du spectacle, ça parle un peu des choix qu'on prend pour nous. Et je fais quand même en sorte de mettre la lumière sur les mauvais choix. Et tu sais quoi, Johan? Il y en a plein. C'est pour ça qu'on est au 3e spectacle. Donc, voilà. Comment faire rire finalement sur ces thématiques? Des thématiques qui touchent tous les Français, qui peuvent être graves, qui peuvent être déprimantes par moment. Quelle touche tu parviens à apporter pour rendre tout ça un peu... C'est là que l'humour arrive, quoi. C'est que chaque construction de blague, à la rigueur, comme tu dis, à la base, c'est pas drôle, quoi. Donc on a voilà, soit tu fais des blagues de comparaison, d'extrapolation, mais évidemment que c'est les personnes responsables un peu, allez, si je le dis comme ça, c'est digeste, ouais, un peu les personnes responsables de notre malheur à partir du moment où tu les mets dans le viseur.
bon, ben la vanne sonne juste, quoi. Et c'est ça qui nous fait souffler, en fait. Parce que tu as raison de le préciser. Moi, même, je crois que j'ai déjà dit un peu en impro dans le spectacle. À un moment, je me rappelle avec un spectateur, sur une grosse vanne, c'était sur Gérard Larcher. Enfin, bon, voilà. Tu vois, rien que le nom te fait un peu marrer, parce que je te vois rigoler. Mais à un moment, je disais au public, je vous remercie de rigoler, parce que c'est quand même pas marrant à la base, quoi, tu vois. Donc voilà, on essaye de rendre le truc léger. En fait. Et les rendez-vous, donc, demain, après-demain, 19h30 au Free Comedy Club. Merci beaucoup, Romuald Moufra. Mais merci, Johan, de me mettre en lumière. Je vous attends nombreux. Elle est où, là? Je peux faire un regard face cam. Exactement. Parce que vous allez voir le reportage et il reste quelques places. Donc, on compte sur vous, la Martinique. Après l'actualité locale, place maintenant à l'actualité nationale et ce drame sur l'île d'Oléron. Un automobiliste a fauché volontairement 5 personnes en un peu plus d'une demi-heure. 2 d'entre elles sont en urgence absolue. Pour l'heure, le parquet antiterroriste ne... Gouvernement envers Chine. La plateforme est menacée de suspension en France si elle ne supprime pas le contenu illégal de son site. La marque chinoise est dans la tourmente depuis ce week-end et la découverte de poupées sexuelles à caractère pédopornographique sur son marketplace. Les explications. Prenons à présent la direction de New York. La grosse pomme a un nouveau maire et il est l'antithèse de Donald Trump. Issu de l'aile gauche du Parti démocrate, Zoran Mamdani a fait campagne sur le coup. On regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au centre commercial Génipa à Ducos de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Le procès dans l'affaire des statuts déboulonnés s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel. 11 militants sont poursuivis pour destruction de biens appartenant à une personne publique. Les premiers échanges se sont déroulés dans un climat électrique. Le procès pourrait se dérouler jusqu'à vendredi. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.